Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce webinaire qui est organisé par la startup Virgile et par Ray Sherpa. Donc, pour vous introduire brièvement les organisateurs, Virgile est une startup qui réinvente l'accès à la propriété pour permettre à tout le monde de devenir propriétaire en fournissant un complément d'apport qui peut aller jusqu'à 100 000 euros. Donc, pour résumer, Virgile brise le plafond de pierre. Et si vous ne nous connaissez pas déjà, Ray Sherpa est le premier accélérateur philanthropique à destination des startups françaises. Philanthropique parce que toutes les équipes d'investissement du groupe Raise nous donnent 50% de leur intéressement pour que l'on puisse accompagner plus de 350 startups à date. Et nous sommes notamment très fiers d'accompagner la startup Virgile. Et donc, à mes côtés, j'ai Kevan Nilforushan, qui est le cofondateur de Virgile, mais aussi de la newsletter Spoon, que je vous recommande vivement, et qui est aussi la meilleure personne pour nous apprendre aujourd'hui à devenir Money Smart. Merci beaucoup de ton invitation, Laure. Avec plaisir. Juste pour introduire en quelques mots, aujourd'hui, le but, c'est un peu de vous donner tous les conseils que j'aurais aimé avoir quand j'avais 30 ans, voire quand j'avais 20 ans, et un peu sur un mode de se dire, en fait, qu'est-ce qui vaut la peine qu'on s'inquiète et qu'est-ce qui ne vaut surtout pas la peine qu'on s'inquiète. Et en réalité, je n'ai là-dessus peut-être pas un discours de vieux Sherpa, mais la majorité des choses ne valent pas la peine qu'on se fasse des soucis. Et ça, c'est important de le savoir et c'est important de se le dire. Virgile, c'est quoi en un mot? Virgile, on construit la richesse de la prochaine génération. Pourquoi je le dis? Parce que c'est toujours intéressant quand quelqu'un parle d'argent et de patrimoine, de savoir ce que lui il a gagné. Et nous, en fait, on fait ça parce que c'est dans notre raison d'être. On a construit un moyen, une nouvelle manière de devenir propriétaire en accompagnant les gens et en ajoutant jusqu'à 100 000 euros à leur apport. Mais je dirais, en faisant ça, on s'est rendu compte qu'il y avait des sujets un petit peu différents autour de l'argent, des jeunes et des nouvelles générations. Et la première, c'est il y a toute une partie de l'ancienne économie pour qui la jeunesse est une véritable planète étrangère. Et à chaque fois que je reçois un courrier envoyé par certaines banques, je me dis, mais comment est-ce qu'ils ont pu croire que je prendrais plaisir à lire ça? Je consomme. Et à côté de ça, on a les nouvelles banques dont on est nombreux à être clients, et surtout, en fait, dans la nouvelle génération, Revolut, N26, toutes ces banques-là, en fait, font un carton. Et ces banques-là sont vraiment considérées, construites autour du produit et pas du tout autour du conseil et de l'accompagnement. Donc, ce rôle, en fait, du conseiller qui a totalement disparu, on s'est dit que c'était quelque chose qui pouvait manquer. Et si ça manque, on fait quoi? On appelle un ami, par exemple? Exactement. Et en fait, ça, c'est un peu la dernière raison d'être que Virgile a eue, c'est qu'on s'est rendu compte que parler d'argent à ses amis, c'est ce qui est le plus difficile. En fait, on a peur de poser une question bête, on a peur de parler de ses finances, on est persuadé que tout le monde sait très très bien où placer son assurance vie et qu'on est le seul idiot pour avoir fait les liens. Et donc, c'est pour ça un peu qu'on s'est dit avec Raise, et si on organisait un webinaire pour parler de toutes ces choses-là, en ami, sans vous forcer à appeler un ami. C'est dans la continuité d'une newsletter que nous avons créée pour ça, justement, qui s'appelle Spoon, sur spoon.fr, spenu.fr, qui tous les mois vous donne deux numéros pour vous aider à devenir Money Smart en répondant aux questions qu'on peut se poser, mais qu'on n'ose jamais poser aux gens. Et on est les premiers fans chez Ray Sherpa et pas les seuls, je pense, parce que je vois déjà plein de commentaires de fans de Spoon qui te complimentent sur cette newsletter. Et si vous ne connaissez pas, je vous recommande vivement. C'est sympa de revoir des noms connus dans les gens qui commentent dans le chat. Merci beaucoup pour vos commentaires. Du coup, pour vous expliquer tout ça, on a décidé de vous présenter ce webinaire sous forme d'un voyage héroïque, voyage qui va en fait correspondre aux différentes étapes de votre vie financière et donc à différentes stratégies d'investissement. Donc, Kevan, si je ne me trompe pas, la première fois que les euros apparaissent un peu dans notre vie, c'est quand on est étudiant. Donc, si je résume un peu la situation, je suis étudiante, j'ai un petit job alimentaire qui me permet de payer des bières avec mes amis, payer mon week-end d'intégration, partir en bus à Berlin en auberge de jeunesse. Parfois, j'ai quand même un loyer, voire un prêt étudiant à rembourser. Donc, ma vie est sympa, j'arrive un petit peu à me faire plaisir, mais globalement, à la fin du mois, je touche quand même le fin fond de mon découvert et j'arrive pas à mettre 1 euro de côté.
Du coup, dans cette situation-là, est-ce que je suis une mauvaise personne ou est-ce que c'est finalement un petit peu normal? Et là, je prends ma casquette prof de yoga en disant non, tu n'es pas une mauvaise personne si tu n'arrives pas à économiser quand tu es étudiante. Merci Kevin. En fait, tout le sujet, et c'est un de ces moments de la vie où en fait, il faut juste se dire, ce n'est pas un vrai sujet. Les finances personnelles, quand on est étudiant, effectivement, faut finir le mois idéalement sans être au fond de son découvert. Mais quand on regarde les revenus des petits jobs étudiants face déjà aux revenus que vous aurez avec vos premiers salaires, c'est pas forcément le moment de votre vie où il faut le plus stresser sur la gestion de vos finances personnelles. D'accord, bon, bah, maintenant, mettons que je commence à finir mes études, voire je les ai finies. Donc, j'ai soit un stage, soit une alternance, soit un premier salaire. Donc, je m'en sors un peu mieux, j'arrive à vivre, mais à la fin du mois, c'est toujours pas ça. Et je galère toujours un peu. Comment est-ce que je m'en sors? Alors là, c'est beaucoup plus drôle et beaucoup plus intéressant parce que là, c'est le moment où on a en fait des vrais choix qu'on peut faire. Et on voit beaucoup de conseils, souvent assez infantilisants, en disant arrête de boire des bières ou arrête de boire des cappuccinos et des avocats de toast. Le vrai sujet, il n'est pas là. Il y a un peu les deux conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui tient jusqu'à la fin du mois, mais pas toujours. C'est déjà, premier focus, les crédits. On en crée beaucoup quand on est étudiant. Je vois pas mal de gens, on en voit dans nos clients qui sont dans des situations où d'un côté, ils ont de l'argent sur un livret A et de l'autre, ils ont un crédit conso. Parce qu'ils se disent, faut pas que je touche à mon livret A, donc je vais emprunter de l'argent. Voire ils économisent et ils essaient de placer leur argent alors qu'ils ont des découvertes tous les mois qui peuvent coûter super cher parce qu'un découvert non autorisé, tout de suite, c'est des commissions d'intervention, c'est des 30 euros par-ci, 50 euros par là facturés par la banque. Les fameux agios. Les fameux agios. Et le premier conseil, c'est ça ne sert à rien d'épargner tant qu'on a des crédits. Donc il faut commencer par rembourser tous ces crédits. Et le deuxième conseil, qui est un petit peu moins intuitif, c'est il faut se payer en premier. Et en général, on a tendance à se dire je passe le mois et à la fin du mois, ce qui me reste, c'est mon épargne. Et en fait, ça, c'est le meilleur moyen d'être sûr qu'il ne reste rien à la fin du mois. Donc je vire direct. Tu vires direct. Okay. Dès le premier jour du mois, il y a de l'argent qui quitte directement ton compte pour aller sur ton compte d'épargne. Et tu n'y touches plus. Si ça se trouve, tu le mets même dans une autre banque sur laquelle tu n'as pas de carte bleue, tu n'as pas de chéquier, tu n'as rien. Et tous les mois, comme ça, tu constitues une épargne et tu ne dépenses pas l'argent que tu t'es laissé de côté parce que tu t'es payé avant de payer tous tes fournisseurs et tous les gens qui ont envie que tu leur donnes de l'argent. Tu m'avais même parlé de congeler ta carte bleue, non? Alors, les Américains font ça. Tu congèles ta carte bleue dans un bol de glace, comme ça te force à réfléchir pendant 4-5 heures avant de dépenser. C'est pas quelque chose qu'on recommande, mais quand même, fais-toi plaisir dans la vie. D'accord, bon, bah maintenant, mettons que j'ai enfin une augmentation. Donc, mon niveau de vie devient plus confortable et ça y est, je me paye des restos gastro, je vais à l'épicerie fine, je voyage tout le temps et bah, finalement, j'ai une augmentation, mais à la fin du mois, mon épargne n'est pas du tout proportionnelle à mon nouveau salaire. Et bah, du coup, là, je me demande dans quoi est-ce qu'il faudrait vraiment que je dépense mon argent et quelle part de cet argent je devrais investir. Et c'est là où, en fait, tu t'arrives face à une des questions super difficiles qui est, mais qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui peut permettre de te rendre heureuse? Et c'est là où, en fait, quand tu mélanges le rapport à l'argent et le rapport au bonheur, ça peut être un petit peu compliqué de se dire, en fait, et si je fais l'épicerie fine, les bons restos, et les bons voyages et tout ça, peut-être que je n'y arrive pas. Nous, le conseil qu'on donne à ce stade-là, c'est de dire, avant de réfléchir à placer de l'argent, si tu arrives à mettre un petit peu de côté tous les mois, le premier sujet auquel tu devrais penser, c'est ton épargne de sécurité. C'est de te dire 10 000 euros, 3-4 mois de salaire, quelque part sur un livret A auquel j'ai accès si j'ai besoin, mais auquel je ne touche pas. C'est le plus gros générateur de sérénité que tu puisses imaginer, parce que tout de suite, en fait, les gros problèmes deviennent des petits problèmes. Alors oui, ton scooter est en panne, oui, ça va te coûter cher, et oui, tu n'as pas envie de payer de l'argent pour réparer un scooter, mais au final, rien de tout ça ne sera la fin du monde parce que tu sais comment l'affronter. Et donc, ce sera toujours des agacements et pas des drames. Et donc, ça, c'est vraiment le premier conseil qu'on peut te donner. D'accord. Donc, avant de faire quoi que ce soit, 10 000 euros de côté. Exactement. Le deuxième conseil, c'est tu as eu une augmentation hier et l'augmentation d'hier, c'est ton salaire d'aujourd'hui. Et le petit gain de bonheur que tu as eu avec ton augmentation, en fait, tu le perds le mois d'après, et c'est vrai pour tout dans la vie. C'est-à-dire que le jour où tu prends quelqu'un pour faire le ménage chez toi, bah, tu as une sorte de bonheur parce que tu as économisé 2 heures dans ta semaine.
Mais après, ça devient en fait ton mode de vie. Et le jour où tu arrêtes, en fait, c'est une dégradation. Et l'inconfort que tu as à régresser en fait des choses qui sont devenues pour toi des habitudes, des conforts, est beaucoup plus élevé que le plaisir que tu y prends. Et ça, c'est vrai pour plein de choses. C'est vrai pour le ménage, les Deliveroo, les restos, toutes ces choses-là, en fait, à chaque fois que tu augmentes ton mode de vie, tu t'adaptes et à un moment, ce qui te donnait du bonheur ne t'en donne plus. Et donc, un deuxième conseil qu'on donne, c'est le meilleur moment pour épargner plus, c'est quand tu viens d'avoir une augmentation, de te dire, je touche X en plus tous les mois, et si j'en mettais la moitié directement sur un compte d'épargne. Oui, parce que finalement, tu es déjà habitué à un certain niveau de vie, donc tu n'as pas besoin de l'exploser, il vaut mieux presque oublier ton augmentation tout de suite, finalement. Exactement. D'accord, c'est noté. Troisième conseil, ce que tu vis, en fait, c'est quelque chose qui peut te donner du bonheur. C'est donc les expériences, et c'est aussi les personnes avec qui tu fais les expériences. Il y a eu un test incroyable qu'ils ont fait, je crois, en Allemagne. Ils ont pris des milliers de personnes à qui ils ont donné des petits beepers, et quelques fois par jour, le beeper bipait en disant entre 1 et 10, à quel point tu es heureux là, et qu'est-ce que tu es en train de faire. Et on se rend compte que, alors oui, faire un jogging, c'est plus sympa, pour quelqu'un qui aime courir, c'est plus sympa que de faire une présentation PowerPoint, mais que faire un jogging en pensant à la présentation PowerPoint qu'on va faire le lendemain, c'est beaucoup moins sympa que de faire un jogging pour se vider la tête, et encore moins sympa que de le faire avec son meilleur ami avec qui on discute pendant qu'on court. Et donc là, tu mélanges en fait les gens qui sont autour de toi, qui ont beaucoup de valeur, avec les expériences que tu vis, et donc tu dépenses sur des expériences à plusieurs, et ça, c'est un fort générateur de bonheur. D'accord. Et ça coûte pas très cher de passer du temps avec ses amis en plus. Donc c'est vraiment un bon conseil. Ça coûte pas très cher et c'est tous les souvenirs que tu gardes longtemps dans ta vie. Alors que les objets, en fait, tu les oublies assez rapidement. Donc on investit dans les souvenirs. Tu investis dans tes amis, tu les amis. Autre conseil, n'aie surtout pas peur d'être assez radical. C'est-à-dire, si tu adores manger, c'est cool d'aller au resto, c'est cool d'aller aux épiceries fines. En revanche, tu ne peux pas à la fois adorer manger, adorer les belles voitures, adorer les sacs à main et adorer les voyages. Moi, il y a des choses dont je me rends compte qu'en fait, ça n'a absolument aucune espèce d'intérêt pour moi. Je ne devrais pas l'avouer, je ne suis pas allé au cinéma depuis 10 ans, juste parce que c'est une horreur pour moi de passer 2 heures assis sur un fauteuil de cinéma. Alors même qu'il y a des gens qui y vont toutes les semaines, voire qui ont des cartes illimitées. Mais en fait, c'est normal parce que je sais ce qui m'apporte du bonheur et donc je dépense de l'argent là-dessus sans me poser de questions. Je ne réfléchis pas une seconde avant d'acheter un livre parce que c'est le truc qui me génère du bonheur. Et il y en a d'autres où j'ai juste décidé, en fait, ma vie est très bien sans ça. Et c'est plus facile de couper totalement un endroit pour être libre dans un autre que de se dire je vais me limiter partout ou être malheureux sur tout. D'accord. Donc si tous tes amis vont au cinéma, tu vas plutôt lire un bouquin. Oui, ça c'est des activités un petit peu difficiles à faire avec des amis, malheureusement. Et le dernier point, peut-être pour, encore une fois, te dire que tu n'es pas une mauvaise personne si tu n'arrives pas à économiser, c'est, en fait, si ça se trouve, le problème, c'est aussi que le locataire médian en France arrive à mettre de côté 3% de son salaire. 3%, c'est rien, surtout quand on se rend compte que en vivant dans une grande ville, il y a souvent entre 30 et 50% du revenu qui part dans le loyer. Et donc, si ça, c'est le problème, en fait, parfois, ça a du sens de s'attaquer à ces 30 à 50%-là, plutôt que d'aller se demander comment on achète un cappuccino moins cher ou de collectionner les cartes de fidélité Starbucks pour payer moins cher en cappuccino. C'est sûr. Donc, autre situation où là, on commence à être pas mal. Mettons que j'ai vraiment très bien travaillé cette année. Mes boss sont vraiment très contents et là, on m'annonce un très très gros bonus. Je prends un billet pour Las Vegas, j'achète une voiture de dingue parce que le bonus, c'est fait pour être claqué, non? Et alors là, tu t'attends à ce que je te dise non, pas du tout, il faut que tu fasses ça, c'est raisonnable. Mais en fait. Je m'attends à ce que tu me dises oui. Et en fait, je vais te dire oui parce que c'est un de ces trucs-là qui est vraiment libérateur. Tu touches un bonus. Tu te dis dès le début, en fait, il y a X% de ce bonus-là que je vais utiliser pour me faire plaisir. Et les autres, je vais les mettre tout de suite de côté sur mon compte d'épargne. Alors, se faire plaisir, c'est quoi? Attention, il y a beaucoup de choses, en fait, qui perdent de leur valeur à la seconde où tu les as achetées. Il n'y a rien qui se déprécie plus vite qu'une voiture, parce qu'à la seconde où tu sors du garage, elle a déjà perdu 3% de sa valeur. Donc, j'achète pas de super voiture. Tu n'achètes pas de super voiture, surtout si ça ne fait pas partie des choses qui te rendent le plus heureux dans la vie.
En revanche, te dire j'ai eu un bonus, il y a ce truc dont j'ai envie depuis très longtemps et je sais que ça va me faire plaisir, je me fais plaisir, c'est pas un sujet. Il vaut mieux se dire je dépense X% et je mets le reste de côté, que de te retrouver dans cette situation où beaucoup de gens se retrouvent. En fait, le bonus est sur ton compte courant et tous les mois, à la place d'aller dans le découvert, tu crames un petit peu et un an plus tard, tu ne sais pas si c'est le Deliveroo du mardi 22 mai ou alors le ciné, etc., qui a consommé ton bonus. Et ça, surtout, tu l'évites. D'accord. Donc, c'est un peu fait pour se faire plaisir. C'est un peu fait pour se faire plaisir et il ne faut surtout pas hésiter à se faire plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour dire que s'il y a des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Sinon, on laissera un temps après, mais si ça concerne le sujet dont on est en train de parler, type le bonus, n'hésitez pas. Donc maintenant, mettons que j'ai bien suivi tes conseils, j'ai lu Spoon activement et j'ai mis mon matelas de 10 000 € de côté et je suis en mesure d'investir. Mais là, la question que je me pose, du coup, c'est j'investis dans quoi? Et là, on rentre un petit peu dans le dur parce que c'est paradoxalement une des choses les plus génératrices de stress pour les gens. On a fait un numéro de Spoon récemment sur le paradoxe du choix, disant que c'est bien d'avoir du choix, mais en fait, si tu en as trop, tu es paralysé. Et essayer d'investir, c'est un peu comme rentrer dans un supermarché où il y a un choix infini et au final, tu ressors dégoûté parce que tu n'as juste pas envie de te poser la question. Donc, le premier conseil qu'on donne, c'est attention au livret A, ou qu'on appelle le livret ARG. C'est super pour les 10 000 € ou pour ton matelas de sécurité parce que tu peux y accéder tout de suite. Mais en réalité, le livret A, en fait, prend moins tous les ans que l'inflation. Aujourd'hui, le taux est à 0,5%. Si tu as investi l'année dernière 100 € sur ton livret A, à la fin de l'année, tu as peut-être un peu plus théoriquement, mais avec l'inflation, en fait, tu as perdu de l'argent. Et donc, ça, c'est un peu une incitation à te dire je ne vais pas me mettre tout mon argent sur un livret A et juste sur un truc totalement sécurisé parce que ça, en fait, je vais le perdre. Je vois quelqu'un qui dit je préfère Cashbee que le livret A. On a partagé les bureaux avec Cashbee à un moment, on les adore, donc effectivement, je n'aurais jamais de mal à les recommander. On les aime beaucoup aussi. Il y a quelques questions en fait, que tu te poses quand tu commences à pouvoir investir. Et j'ai vu des questions passer sur le PEA et j'en parlerai tout à l'heure. La première et la plus grosse, c'est si ton entreprise te fournit de l'épargne salariale. L'épargne salariale, c'est quelque chose que tu touches à la fin de l'année et tu as le choix entre le toucher et le réinvestir. En fait, si tu le touches, tu es imposé dessus, c'est un peu comme un salaire et ça te coûte super cher. Okay. Si tu réinvestis, c'est à la fois de l'épargne forcée parce que tu ne touches pas, et en plus, en fait, tu enlèves quasiment tous les frottements fiscaux, les charges sociales, tout ça. Et donc, c'est de l'argent qui coûte beaucoup moins cher pour toi que si tu l'avais touché en salaire et réinvesti après. D'accord. Certaines entreprises te permettent même, si tu as de la chance, d'abonder, c'est-à-dire de dire si je garde mon épargne salariale, en fait, ils rajoutent de l'argent par-dessus et ça me fait encore plus. Ça, il faut maximiser tous ces dispositifs-là. Il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Donc, premier conseil, profitez de l'argent que votre employeur vous donne de la manière la plus intelligente possible. Deuxième conseil, il faut réfléchir à, alors on a fait les spoons sur assurance vie contre PEA, acheter ou louer, que faire avec les ETF, crypto quoi, c'est quoi tout ça. Conseil là-dessus, c'est faut réfléchir en fait en deux étapes. La première, c'est qu'est-ce que je mets dans mon portefeuille, et la deuxième, c'est où est-ce que je mets ce portefeuille-là. Et le deuxième point est un point qui bloque souvent des gens, et ça fait partie de ce paradoxe du choix on me dit qu'il faudrait que j'ai une assurance vie, mais en fait, je n'ai pas prévu de mourir demain. Un plan d'épargne en action, c'est quoi? Tous ces trucs-là, c'est quoi les conditions? Et là-dessus, il y a en fait deux choses à savoir. La première, c'est en France, il y a des enveloppes fiscales super avantageuses. C'est le PEA, plan d'épargne en action, et c'est l'assurance vie. Il faut les utiliser. Le PEA, la contrepartie, c'est que tu es verrouillé pendant 5 ans. Toi, tu n'es pas verrouillé, mais si tu sors ton argent avant 5 ans, tu ne profites pas de l'avantage fiscal. L'assurance vie aussi, non? Et l'assurance vie, en fait, c'est mieux parce que tu peux à tout moment sortir ton argent et tu perds seulement ton avantage fiscal sur la partie que tu as sortie. Et ce que tu as laissé dedans reste dedans. Donc, en fait, tu n'es jamais contrainte de laisser ton assurance vie pendant toute la durée des 8 ans nécessaires pour débloquer tout l'avantage fiscal. Okay. Donc ça, c'est deux super enveloppes et il ne faut surtout pas hésiter à en profiter.
PEA, c'est un truc qui est, comme le nom indique, limité aux actions, aux fonds en actions européens. Assurance vie, l'univers est beaucoup plus large. En revanche, c'est que des fonds de placement. Donc attention à l'empilement des frais. Il y a parfois plusieurs couches de frais. Il vaut mieux choisir une assurance vie avec une large sélection de fonds qu'on appelle indiciels. Ça, je vais en reparler. Et les frais de gestion les plus faibles possibles. D'accord. Assurance vie, je note. Assurance vie, tu notes. Deuxième chose, souvent, en fait, les gens discutent et débattent de est-ce qu'il vaut mieux acheter des actions Accor ou AXA, est-ce qu'il vaut mieux acheter du CAC 40 ou du Nasdaq. Et en fait, et souvent d'ailleurs, est-ce qu'il vaut mieux acheter le fonds par tel gestionnaire ou par tel autre gestionnaire. Nous, on est très décomplexés par ça, déjà parce qu'on n'est pas gérant de fonds, donc on n'a pas de pub à faire, mais surtout parce que 90% de la performance de votre portefeuille ne vient pas du choix de tel ou tel fonds, mais de la répartition de ce portefeuille sur ce qu'on appelle des classes d'actifs. Autrement dit, ça a plus d'importance dans votre portefeuille de savoir si vous avez mis plein d'actions, ou plein d'obligations, ou plein d'immobilier, que de savoir si vos actions, vous les avez mis dans le fonds A ou le fonds B. Et en sachant ça, nous, ce qu'on recommande, c'est à chaque fois que possible, si vous voulez les actions européennes, prenez un fonds indiciel qui réplique les indices européens. Un fonds indiciel, un ETF, c'est quoi? C'est un fonds qui est géré de manière, ce qu'on appelle passive, c'est-à-dire un fonds CAC 40 va juste faire comme le CAC 40. Il ne va pas essayer de faire mieux, il ne va pas faire moins bien. Il va faire le CAC 40 et donc il va minimiser au maximum les frais de gestion. Deux recettes. Je vois quelqu'un qui, en voyant tous les chiffres sur la slide, demande si on envoie la présentation à la fin du live. Je ne sais pas. On pourra l'envoyer, c'est une bonne idée, oui, c'est faisable. On pourra l'envoyer si Virgile est d'accord, bien sûr. Exactement, on pourra l'envoyer pour ceux qui nous laissent leur email. Il y aura un replay pour réviser, sinon. Il y aura un petit replay qui sera mis en live. L'allocation d'actifs, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a pas mal de gens qui ont donné des recettes. Le plus connu s'appelle David Svensen. Il gérait le portefeuille de l'université de Yale. Assez bonne référence. Il a révolutionné la gestion d'actifs. Et il a dit de manière super honnête, en fait, Yale, on a un horizon de temps de 200 ans. Donc, vous, en tant que particulier, ne faites pas ce qu'on fait. Mais il y a des choses que vous pouvez faire. Et pour lui, il considérait qu'il fallait faire un mélange d'actions domestiques du même pays où vous êtes, d'actions internationales, d'actions de marché émergents, d'immobilier, d'obligations indexées sur l'inflation. Et qu'en mettant tout ça ensemble, globalement, on arrive à faire un portefeuille cohérent. Mais même sans aller jusque-là, si déjà vous arrivez à vous dire j'ai une stratégie de portefeuille, j'ai réfléchi à ce que je mets dans mon portefeuille et j'équilibre ça et je ne me retrouve pas par erreur avec 99% de mon portefeuille investi en Bitcoin parce que j'ai acheté au bon moment, c'est déjà un énorme pas en avant. D'accord, donc on diversifie. Je vois quelques questions qu'on peut peut-être prendre au fur et à mesure. Avec grand plaisir. Je vois, j'ai pas beaucoup d'apports et je loue. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un petit appartement dès maintenant? Alors ça, merci Pauline pour ta question. Je reviens dessus un peu après spécifiquement sur les manières de le faire. J'ai la question des dividendes sur les ETF et celle-là, elle est super intéressante. Oui, on peut toucher les dividendes sur les ETF. Ce qui se passe simplement, c'est que en général, chaque ETF ou chaque indice a deux types. C'est celui qui distribue et celui qui réinvestit. Simplement, si on touche les dividendes, on est imposé dessus. Si on ne les touche pas, ils sont réinvestis. Et donc, souvent, il vaut mieux décider de ne pas les toucher tout de suite. Ok. Et on avait quel est le meilleur investissement comment répartir la somme que j'ai mis de côté en pourcentage? Là, on est un petit peu sur ce qu'on est en train de dire justement. Les recettes. Ne pas tout mettre dans le même panier. Et hop. Sur le bonheur, ça on en a déjà parlé, mais quelqu'un demande si à partir d'un certain salaire annuel, le niveau de bonheur n'augmente plus. J'avais vu ça en sociaux, moi aussi, c'est vrai alors? Et il semblerait que ce soit vrai. Après, il y a des débats sur où on met le seuil du bonheur, mais il semblerait qu'à un certain niveau, ce soit vrai. Ou comme dit le fameux film de, je crois, Spike Lee, more money, more problems. et ça, pour le coup, c'est très vrai. Vous refusez vos augmentations, finalement. Voilà, là, c'est la marque employeur de réussite qui parle. Un petit point intéressant, c'est, je parlais de répartition de portefeuille.
Il y a un grand gérant de hedge fund américain qui s'appelle Ray Dalio qui dit il y a quelque chose dont on ne se rend pas compte jusqu'au moment où on devient vraiment très vieux. C'est que dans sa vie, chacune des classes d'actifs qu'on connaît, à un moment, est allée à zéro. Et ça, en fait, quand on reprend l'historique, c'est vrai. Il y a eu un moment où les actions ont valu quasiment zéro. Il y a eu un moment où l'immobilier a pu valoir beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il y a eu un moment où les obligations ont toutes fait défaut. Et on lui dit, en fait, la diversification, c'est pas juste un truc sympa, c'est vraiment un truc où il faut se dire, est-ce que demain je survivrai si cette classe d'actifs où j'ai 99% de mon patrimoine valait zéro? Et en fait, souvent, la réponse, c'est non. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on pousse pas mal à la diversification. Je vois pas mal de questions sur quel est le bon niveau d'épargne à avoir quand on est jeune en début de carrière. Et là, je dirais, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. La question, c'est comment est-ce qu'à partir du moment où en fait, je suis dans un confort, où je suis heureux, je peux me dire, les augmentations futures que j'ai vont plutôt aller vers de l'épargne. Si vous arrivez à mettre 10% de côté tous les mois, c'est génial. On parlait tout à l'heure des bonus. Les bonus, c'est fantastique parce que c'est le moment en fait où vous avez une rentrée d'argent qui ne se translate pas dans un mode de vie. Et souvent, il y a des gens en fait qui construisent leur épargne bonus après bonus, année après année. Il paraît qu'on ne peut pas faire une presse sur la finance personnelle sans parler des intérêts composés. Qu'est-ce que les intérêts composés? Qu'est-ce que les intérêts composés? Pour être honnête, à un moment, c'était beaucoup plus vrai qu'aujourd'hui. Dans les années 80, il y avait des taux d'intérêt à 10%, et donc on pouvait faire des graphes disant qu'il suffit d'économiser 100 € par mois pour être millionnaire en 10 ans. Une belle époque. Une belle époque. C'est pas aussi vrai aujourd'hui, mais ce qui est vrai, c'est que si vous arrivez à avoir un véhicule où chaque année, en fait, ce que vous gagnez reste dedans et réinvesti sans avoir de frottement fiscal, et ça c'est le cas de l'assurance vie ou du PEA, vous avez un énorme gain à la fois sur le fait que les intérêts se composent, c'est-à-dire que les enfants de votre argent font les enfants, mais aussi sur le fait que vous ne perdez pas les 30% de pas de taxes à chaque aller-retour. Concrètement, pour répondre à Sofiane sur comment on l'applique, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a assez peu de produits en fait qui sont des produits en fait comme le livret A à l'époque qui rapportait 5%, où on pouvait laisser l'argent dessus et le laisser tourner. Mais quand tu achètes un fonds indiciel, par exemple, qui réplique le CAC 40 et que tu prends la version qui ne distribue pas les dividendes et qui les réinvestit, tu es en train de la même manière de profiter du même phénomène des intérêts composés. Ce n'est pas des intérêts, mais ils sont composés quand même. Quand tu achètes certains, par exemple, il y a du crowdfunding qui te permet de financer de l'immobilier. En fait, le crowdfunding est remboursé, mais que tu réinvestis ce qui est remboursé, tu es aussi en train de profiter des intérêts composés. On a eu la petite question sur l'effet de la résidence principale et justement 50% c'est du loyer, mais comment on fait pour s'en débarrasser? Oui, et là aussi, on parle de revenus locatifs, résidence principale. Revenus locatifs, effectivement, est-ce que la banque me suivra? On va parler de tout ça. Nous, un peu le cœur de notre thèse chez Virgile, c'est un peu ça. On ne dit jamais que c'est une meilleure idée dans l'absolu d'investir dans l'immobilier ou d'investir dans les actions ou quoi que ce soit. Même si sur le long terme, depuis le début du XXe siècle, c'était une meilleure idée d'investir sur l'immobilier que sur quasiment n'importe quel autre classe d'actifs. C'est pas tellement ça ce qu'on dit. Nous, ce qu'on dit, c'est l'immobilier, c'est le seul actif qu'on peut acheter en s'endettant. Et quand on est jeune et qu'on est honnête parce qu'on compte rembourser ses dettes, on a intérêt à acheter des actifs qu'on peut, quelque part, à crédit, quand c'est des actifs qui ne se déprécient pas. Oui. Et souvent, on a tendance à dire non, mais la dette, c'est mal. Et effectivement, la dette pour acheter une Lamborghini qu'on va emplafonner dans un arbre. La fameuse voiture. La fameuse voiture, ça, c'est pas bien. La dette pour acheter une télé, c'est encore pire parce que la télé, en fait, tu sais que dans 5 ans, sa valeur est zéro. La dette pour acheter un actif qui s'apprécie et surtout transformer les 30 à 50% de loyer en remboursement de capital, ça, c'est vraiment totalement différent. Et ça, c'est quelque chose qui est la manière dont en fait, l'effet de levier crée du patrimoine sur la résidence principale. Parce que c'est vrai que si je demande à mon banquier 200 000 € pour acheter des bitcoins, a priori, il me dit non, quoi. A priori, il dit non, ou alors il faut que tu nous le présentes, parce que ça peut être assez et effectivement, les économies de loyer, quand on calcule le loyer qu'on paye,
quelque part, même à 1 000 € de loyer par mois, pendant 12 mois, ça fait 12 000 par an, et sur 10 ans, ça fait 120 000 €. Et on peut acheter beaucoup d'écrans plasma avec ces 120 000 €. Voir une Lamborghini? Non, pas encore. Oh, une fois que tu les as de côté, tu sais, il y a un moment où il faut se faire plaisir. Je vois Antoine qui dit plus ça avance, moins on a envie d'encaisser son argent avec les intérêts composés, donc on n'en profite jamais. Et c'est vrai que quand on voit Warren Buffett qui vit toujours dans la même maison à Omaha, où ça lui a grandi, on peut se dire à quoi bon le toujours plus? En fait, non, le sujet c'est partir non pas de ce qu'on gagne, mais de partir de ce dont on a besoin pour vivre heureux. Oui. Et le reste, tu peux le laisser. On ne vous dit pas de vous priver. Alors, on a pas mal de questions sur c'est dur de se projeter dans une résidence principale quand on est jeune et qu'on a la bougeotte. Ouais, et c'est vrai que moi, on m'a déjà proposé d'investir dans un achat locatif et je vois qu'il y a des gens qui en parlent aussi. Et je ne comprends pas tout, mais on m'a parlé quand même de défiscalisation et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'intéressant. Et toi, t'en penses quoi? Alors ça, c'est bien qu'on en parle. La question se pose beaucoup sur le chat d'ailleurs. La question se pose beaucoup et il y a un peu est-ce que je vais vraiment acheter ma résidence principale ou est-ce que je vais acheter une résidence locative? Et Oui. l'autre, c'est locatif et défiscalisation. Souvent, ça va ensemble et qu'est-ce qu'on en fait? Oui, avec l'idée aussi, je pense, peut-être un peu liée au Covid, etc., mais que beaucoup de gens ne savent pas s'ils veulent vivre dans leur appart qu'ils ont acheté à Paris toute leur vie. Je vois quelqu'un qui disait c'est dur de se projeter sur une résidence principale quand on est jeune et qu'on a la bougeotte. Donc, ouais, est-ce que l'achat locatif, c'est une bonne idée? Et en fait, c'est vrai que c'est une très bonne question. Nous, on recommande, en fait, s'il y a un projet précis qui fait que dans 2-3 ans, tu sais que tu vas bouger, c'est une mauvaise idée d'acheter ta résidence principale. Parce que globalement, tu vas avoir entre 7 et 8% de frais de notaire, le temps passé pour mettre tout ça au point, et tu ne vas pas rentrer dans des frais. Si tu n'as pas de projet précis à horizon 2 ans, la réalité de ce que j'observe, c'est qu'on reste toujours beaucoup plus longtemps dans son appartement que ce qu'on pense. Et quand je dis projet précis, c'est souvent, en fait, on sait qu'un enfant va venir, ou je sais que je vais me marier, et à cause de ça, je ne me projette pas. Et donc, là, on encourage très fortement à acheter la résidence principale, et c'est pour ça qu'on en a fait notre raison d'être, en disant, tu restes dedans, et si un jour, en fait, pour une raison ou une autre, tu veux aller ailleurs, tu as toujours l'option d'en faire un investissement locatif, et de le garder, tu as l'option de le revendre. Globalement, un crédit, ça se rembourse sur 25 ans, donc chaque année, tu as 4% du montant du crédit qui est remboursé. En année 2, les frais de notaire sont remboursés. À partir de l'année 3, tu commences à générer du patrimoine, et ça, c'est un peu ce qui nous fait dire la résidence principale, il faut se décomplexer, il faut y aller. Après, certains me diront, oui, il faut acheter, je vois une question de Frédéric, il faut acheter dans des villes où on sait que ça va vraiment beaucoup monter. Parce que c'est des villes un peu genre Marseille, aujourd'hui, les rendements locatifs sont beaucoup plus élevés. Oui, tout le monde parle de Marseille. Tout le monde parle de Marseille, tout le monde a envie d'y aller, il y a le soleil. Et là, je dirais, oui, certainement, c'est une super bonne idée d'aller acheter à Marseille. La réalité que moi j'ai pu observer, mais là on est plus dans la psychologie de l'investissement, c'est que la majorité de mes amis qui disent « j'achète pas à Paris parce que je vais acheter à Marseille », ils le disent depuis 4-5 ans. Et au final, prendre le train, aller à Marseille, voir un agent immobilier, trouver un appart et l'acheter, tu ne le fais pas, alors qu'acheter une résidence principale où tu as envie de vivre, tu le fais. Mais il y a un peu ce côté, est-ce que tu veux l'ordinateur refroidi par une tourelle là haut parce que tu es un gamer super professionnel et que c'est ce dont ça a besoin, ou est-ce que tu veux juste le truc, tu l'allumes, tu appuies sur on et ça marche? Et pour nous, la résidence principale, c'est ça. Okay. Le Pinel, c'est une des autres versions de l'investissement locatif. Alors, je ne dis pas à éviter à tout prix parce qu'il y a quelques personnes assez rares qui en font très bien, mais quasiment toujours, c'est à éviter. Et globalement, quand quelqu'un vous appelle, vous spamme pour vous proposer d'investir, vous ne le faites pas. Et peut-être réexpliquer un peu ce que c'est exactement. L'investissement en loi Pinel, c'est si tu prends des engagements sur les gens à qui tu loues ton appartement, au moment où tu achètes un appartement qui est construit dans du neuf répondant à la loi Pinel, alors, parce que c'est un moyen d'encourager à la fois le neuf et le logement intermédiaire, tu peux avoir une déduction d'impôt. Dans la pratique, il y a tellement de commissions faites par tous les gens qui participent à la construction de ces logements que souvent, en fait, le même bien est payé beaucoup plus cher quand il est dans un programme Pinel. Et à la fin de la durée légale de détention, tout l'immeuble est en rente en même temps parce que les gens ont atteint la durée légale et donc rien n'arrive à se rendre. Donc ça, je ne recommande pas.
Pour ceux qui, là j'ai vu la question passer sur le LMNP, veulent acheter du locatif et ont décidé de faire du locatif, effectivement le LMNP est un extraordinaire moyen de le faire, c'est le loueur meublé non professionnel et ça permet de déduire plein de choses des revenus. Il faut passer par un expert comptable pour faire la déclaration à la fin de l'année pour être dans ce qu'on appelle le régime réel. On déduit toutes les vraies charges et ça c'est un truc qui permet de payer très peu d'impôts sur les loyers qu'on touche en loueur meublé non professionnel. Donc on recommande vraiment ça pour ceux qui veulent faire du locatif. Mais vous l'aurez compris, on préfère quand même recommander à tous ceux qui sont dans l'entourage d'acheter leur résidence principale. C'est noté. Petit truc en passant, parce que ça fait aussi partie des choses que, en général, les gens prennent les annuaires d'anciens élèves et appellent des gens au hasard pour leur vendre. C'est les fonds à formule. C'est des fonds où, si un indice, et en général, c'est toujours des indices bizarres, c'est jamais le CAC 40 ou le Nasdaq, si un indice fait un truc dans les 4 prochaines années, alors il se passe X, s'il ne le fait pas, alors il se passe Y. On a toujours un pote qui avait une super idée et un super plan comme ça qui... Ah ouais. T'en as plein dans tous les sens. Ouais. Et là-dessus, moi, j'ai un conseil que je donne de manière très ouverte, c'est si vous avez un investissement où vous ne savez pas exactement ce qui pourrait vous faire perdre de l'argent, n'y allez pas. Et, si c'est trop beau pour être vrai, n'y allez pas. Si c'est trop beau pour être vrai, n'y allez pas. Sur ces fonds-là, en fait, très souvent, la banque peut placer votre argent. Si elle cartonne, c'est elle qui gagne la surperformance, elle vous verse une sorte de taux d'intérêt. Si elle se plante et qu'elle perd beaucoup d'argent, c'est vous qui prenez la perte. Donc, c'est parfait pour le gestionnaire. C'est rarement une bonne idée pour l'investisseur. Trop beau pour être vrai. Trop beau pour être vrai. Et quand c'est trop beau pour être vrai, il ne faut surtout pas y aller. Et maintenant qu'on a parlé et du bonus et de mettre de l'argent de côté, si finalement mon seul problème dans ma vie, c'est l'entretien de mon yacht, qu'est-ce que je fais? Alors déjà, je te remercie d'être venu quand même au webinaire. Ça me fait plaisir de t'avoir à bord. Peut-être que ça ne concerne pas la majorité de notre public ce soir, finalement. Peut-être que ça ne concerne pas encore la majorité de notre public. Non, il y a un truc qui me fait marrer, c'est il y a un entrepreneur qui s'appelle Fabrice Grinda, qui à un moment avait décidé que les possessions matérielles, c'était très has-been, c'était très 20e siècle. Donc il a tout vendu et il a commencé à vivre chez ses amis parce qu'il avait vendu tous ses apparts. Il y avait une interview géniale d'un de ses potes dans le New York Times qui disait « J'en ai assez, à chaque fois il vient chez moi, il me tape mes jeans. » Alors, il est multimillionnaire, donc il y a des choix un petit peu extrêmes. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des questions que les gens peuvent se poser de manière un petit peu plus réelle et récente, c'est-à-dire à quoi bon en fait gagner autant d'argent si ça ne me sert à rien? Qu'est-ce que je veux faire avec? Et ça, que ce soit chez Raise, que ce soit d'autres fondations comme Epic ou il y a des moyens de se dire en fait ce que je fais doit aussi servir aux autres générations suivantes. Vous pouvez faire une donation à Raise Sherpa d'ailleurs. Exactement. Donc si l'entretien du yacht coûte trop cher, on peut le vendre et donner de l'argent à Raise Sherpa. Pour soutenir les entrepreneurs. Pour soutenir les entrepreneurs qui ont bien besoin de l'être. Cette publicité n'était pas préparée, je vous promets. Pas du tout. J'ai vu passer plein de questions. Ouais, je pense qu'on a peut-être raté quelques questions. Du coup, si on ne les mentionne pas, n'hésitez pas à les remettre peut-être dans le chat, c'est plus visible. Ça, on a répondu. Désolé, on prend un petit temps pour bien voir vos questions. Comment répartir ces investissements entre crypto, bourse, cash, crowdfunding, IMO? C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la crypto, enfin, que ça va dans l'idée de tout diversifier, j'imagine. Mais est-ce que tu as un point de vue par rapport à la crypto de manière plus particulière? Alors, on n'en a pas parlé. On en a parlé dans des stratégies globales, mais... Quand j'en parle, je me fais soit des amis, soit des ennemis. Non, le petit point sur la crypto, c'est non, il ne faut pas l'aborder comme une classe d'actifs au même titre que... en gros, si vous vous retrouvez dans une situation où aujourd'hui votre crypto a tellement pris d'argent, de valeur que ça représente 80% de votre actif, c'est le moment de vous dire, est-ce que j'aurais décidé d'investir 80% de mon patrimoine dans de la crypto? Et si la réponse c'est non, c'est un bon moment pour en vendre une partie et acheter autre chose. Oui, c'est vrai que c'est aussi le truc qui monte à la tête dont tout le monde parle. Tu as l'impression que tout le monde a gagné des millions avec, mais encore une fois, c'est trop bon pour être vrai, non? Il y a des gens qui ont gagné des millions avec, il y a des vrais cases, et moi je crois que sur le long terme, ça va continuer à exister, ça va continuer à avoir du sens. Après, entre se dire,
Quelle est la juste valeur là-dessus? Bah, on est un peu tous dans le noir. Et de la même manière que à l'époque où l'or était la valeur refuge, personne ne se disait je vais mettre tout mon patrimoine en or. Oui. Bah, la crypto, c'est un petit peu pareil. Un mot d'ordre diversifié. Diversifié. Et je vois la même question sur les SCPI, qui sont des fonds de placement dans l'immobilier. Et là, tout ce que je dirais, c'est oui, c'est une super bonne manière de s'exposer à l'immobilier. L'inconvénient que vous avez, c'est que vous êtes imposé sur les distributions et vous n'avez pas le truc magique de la résidence principale où c'est des économies de loyer sur lesquelles vous n'êtes pas imposé et en plus vous avez des crédits en face. Il faut regarder attentivement les frais. Parce que d'une SCPI à l'autre, ça peut aller de frais très raisonnables à frais absolument déraisonnables. Comment aborder l'achat d'une résidence principale dans une ville où les biens à l'achat sont beaucoup moins accessibles qu'une location, comme Paris? Alors, c'est une super question. Qui résonne avec votre raison d'être, il me semble. Qui résonne avec notre raison d'être. On ne l'a pas fait exprès, mais une des raisons, en fait, qui fait qu'on a lancé Virgile et qu'on a lancé à Paris initialement, c'est qu'à Paris, on estime qu'il y a 20% d'écart entre ce que vous pouvez louer et ce que vous pouvez acheter. Et nous, on vient compléter le financement de votre appart jusqu'à 20%, parce qu'on s'est rendu compte que c'était ce qui, pour beaucoup de gens, les empêchait de passer à l'acte et de devenir propriétaire. Oui. Et nous, on a beaucoup vu de gens qui se disaient, en fait, je peux acheter quelque chose, mais de quelque chose que je peux acheter, bah, il va me manquer la chambre d'enfant, ou alors il faut que je sorte de Paris, ou alors il faut que j'aille encore plus loin de Paris, et donc je n'achète pas et je reste locataire parce que j'ai mon confort. Bah, en fait, Virgile vient compléter ça pour vous permettre d'acheter en association avec nous quelque chose de plus grand, et donc on va le posséder ensemble et être à vos côtés de manière totalement dormante jusqu'à ce que vous revendiez. Une belle raison d'être. Ouais, tu vois que tu peux acheter 10 mètres carrés là où tu peux en louer au moins une vingtaine. C'est vrai que tu me disais autant rester locataire ad vitam aeternam. On a encore des questions. Investir dans les épices, l'or. On n'a pas parlé des épices. On n'a pas parlé des épices. Il y a des gens qui ont peur de l'hyperinflation et en période d'hyperinflation, tous les moyens sont bons pour se protéger. Alors, à une époque, j'ai connu des gens qui achetaient des timbres, parce que les timbres rouges gardent leur valeur, même si le prix change. En Italie, il y a eu une grosse période où il y avait des jetons téléphoniques, à l'époque où il y avait des téléphones publics et où il fallait mettre des jetons pour téléphoner. On l'achetait sous le manteau en se disant ça gardera toujours sa valeur. Une super mauvaise idée, non? Pour le coup, à l'époque, c'était une bonne idée. C'était le seul truc qui gardait sa valeur. Oui. Mais sur le long terme, en fait. Oui, tu veux dire, aujourd'hui, la personne qui aurait gardé tous ces jetons. C'est ça, moi j'ai une collection de télécartes, parce que j'ai collectionné ça quand je révèle un peu trop mon âge en disant ça. Donc, les épices, pour être honnête, les épices, j'en sais rien. L'or, pareil, un peu ce côté, on n'en sait vraiment rien. Et c'est un autre truc qui est important, c'est pour nous de savoir quand on n'a pas d'avis. J'ai vu une autre question sur Gérardin Industriel. C'est totalement dans le domaine des choses sur lesquelles je serais incompétent pour vous donner un avis, et je préfère le dire de manière super ouverte. C'est très honnête de ta part. Il faut. Alors, dans l'onglet questions, je crois qu'on avait d'autres questions. Tu remontes, les plus récentes sont en haut. Pardon, désolé, on a perdu vos questions. Ça, on les avait vues. Si jamais il y a des questions qu'on a oubliées, n'hésitez pas à les remettre. Est-ce que ça défile vite? Comment fonctionne exactement Virgile? Je crois que tu l'as bien expliqué. Pardon, désolé. Dans le sens. Les aléas du virtuel. Les plus récentes sont en haut, c'est trié à l'envers. Ah oui. L'investissement locatif, ça peut être un bon investissement pour un jeune. Il y a un truc quand même à avoir en tête que personne ne vous dit jamais, et nous on voit nos clients qui essayent d'acheter ensuite, qui s'en rendent compte. En fait, quand vous faites un investissement locatif, la partie de votre revenu qui part en dette vient diminuer votre capacité d'investissement futur. Et donc, le premier, il est facile à faire, mais derrière, la manière dont les banques vont prendre en compte l'investissement locatif, c'est que même si vos loyers couvrent, voire même plus que couvrent les paiements de remboursement de votre crédit sur l'investissement locatif, ça vient quand même baisser votre capacité d'emprunt fortement, qui est un facteur contraignant. Et donc, on a des gens qui aujourd'hui ont des super bonnes situations, qui veulent acheter leur appareil à résidence principale et qui se rendent compte que l'investissement locatif, voire les deux investissements locatifs qu'ils ont fait, rend la situation totalement impossible. Et si je revends mon achat locatif au bout de 5 ans pour acheter ma résidence principale, ça ne fonctionne pas?
Tu peux, mais il sera plein, donc il y aura un locataire dedans, donc tu vas le revendre moins cher. Et souvent, en fait, tu l'as fait dans le cadre d'un dispositif fiscal où tu es obligé de le garder pendant longtemps. Et donc, tu ne peux pas non plus le revendre. D'accord. Et ça crée des situations un peu bizarres. Donc, attention à ne pas vous dire, je ne suis pas prêt à acheter ma résidence principale, j'achète un investissement locatif et l'année prochaine, je passe à l'acte parce qu'en fait, vous ne pourriez pas. Et il y a une autre question, moi, quelque chose que j'entends souvent, qui est que quand tu as en gros, quand tu as un CDI, un salaire correct, aujourd'hui, tu peux aussi emprunter avec quasiment pas d'apport parce que les banques aujourd'hui te prêtent. Est-ce que du coup, tu conseillerais à quelqu'un qui bosse, j'en sais rien, depuis à peine un an, de tout de suite chercher à avoir un prêt, ou est-ce que finalement c'est un peu faux et la banque ne prêterait pas forcément? Non, c'est très vrai. Si tu as la chance d'être salarié, à partir du moment où tu es sorti de ta période d'essai, la banque te considère comme un bon client. Et la manière dont elle te prête, en fait, c'est elle calcule ta capacité d'emprunt en fonction de ce que tu rembourses par rapport à ton salaire. Il y a un plafond qui est que tu ne peux pas avoir plus de 35% de ton salaire qui passe en remboursement d'emprunt. Et ça, il y a plein de calculatrices sur le web, y compris sur notre site wearevirgile.com, qui permettent de voir combien vous pouvez emprunter. Et à la seconde où en fait tu es sorti de ta période d'essai, c'est déjà un bon moment pour te poser la question d'acheter. Et si l'année prochaine tes revenus augmentent, libre à toi de te dire génial, j'ai un supplément d'épargne, ou génial, j'ai un supplément de mode de vie, ou même je vais moduler mes remboursements à la hausse ou à la baisse pour rembourser mon crédit plus vite ou plus longtemps. Quoi qu'aujourd'hui, on recommande plutôt aux gens de s'endetter sur longtemps parce que les taux sont vraiment super bas. Oui, c'est sûr. Donc vraiment acheter dès qu'on peut. Achète dès que tu peux. Et je vois, il y a pas mal de questions aussi sur les villes périphériques, même en résidence principale. C'est vrai que on entend beaucoup que des endroits comme Pantin vont prendre énormément de valeur. Et j'ai l'impression que, je crois avoir vu que Pantin, c'était 6 000 € du mètre, donc versus Paris qui a bien plus qui a 10, 12, voire 13. Ouais. C'est assez intéressant et ça va augmenter a priori, non? Alors, Parce que je déménage pas demain à Pantin. En réalité, tu peux. Hein. Ce qui fait que Paris, en fait, a un truc qui est... nous, on compare Paris et Londres beaucoup, et la grosse différence, c'est le périph'. Et ça fait que Paris est une ville avec un centre, alors que Londres est une ville avec beaucoup de centres. Et donc, il y a un centre-ville de Paris qui, pour une raison idiote de est-ce qu'il y a un périphérique d'un côté ou de l'autre de ma maison, va coûter beaucoup plus ou moins cher. Oui. Mais dès que tu traverses ça, en fait, et c'est pas un pari idiot de se dire que sur le long terme, la voiture va avoir de moins en moins de place à Paris et le périphérique va être de moins en moins gênant, en fait. Dès que tu traverses cette ligne, les prix baissent beaucoup. Et si tu es dans un quartier où tu as envie de vivre, c'est le bon choix. Nous, le truc que je te recommanderais, c'est commence peut-être par ça. C'est qu'est-ce qui me donne envie de vivre? Est-ce que je me projette dans cet appartement, dans ce quartier-là, dans cette ville? Et avant de me dire, est-ce que je fais un bon investissement? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Grand Paris, les métros qui vont de plus en plus loin, ça peut devenir aussi très agréable de vivre un peu plus loin et tout de suite, les perspectives sont meilleures. Alors, on a des nouvelles questions dans le chat. Sophie, peut-on continuer à épargner en France si l'on vit quelques années hors UE ou mieux vaut-il épargner dans notre pays de résidence? Super question. La réponse dépend vraiment du pays de résidence. En règle générale, ce qui se passe, c'est que l'immobilier est quasiment toujours taxé dans le pays où il figure et le reste est quasiment toujours taxé dans le pays où vous êtes résident fiscalement. Si par malheur, le pays de résidence, c'est les États-Unis, là, tout change, c'est un enfer intégral. Mais globalement, si le but est de revenir en France, en fait, surtout d'ailleurs, je fais une parenthèse, si tu vas vivre quelque part où il y a une autre monnaie, oui. Mais qu'à long terme, tu te projettes en France, tu as intérêt à avoir que ce soit un appartement ou une épargne qui soit resté en euros et qui te protège des fluctuations possibles. Je sais que j'ai des amis à Londres qui envisagent de revenir un jour à Paris. Pour eux, le fait d'avoir ou pas un pied dans le marché parisien est quelque chose qui est assez fort. Ok. Et alors, à qui faire confiance pour l'investissement via un PEA ou une assurance vie? Des plateformes qui accompagnent mon petit placement, Yomoney, des banques, des cabinets de gestion de patrimoine. Notre webinaire, déjà. Alors, merci Julien pour la question. Ça, ce que je te dirais, c'est les critères à regarder. Il faut les regarder à la fois au niveau de l'enveloppe,
mon PEA assurance vie et au niveau de ce qui est éligible dedans. Et au niveau de l'enveloppe, ce que tu veux, c'est des frais minimum. Et là-dessus, sur un PEA, il y a des banques en ligne qui sont absolument imbattables et qui te permettent d'avoir des frais de gestion super faibles et d'avoir accès à toutes les actions, tous les fonds du marché. Sur l'assurance vie, pareil, il y a pas mal de solutions en ligne qui sont beaucoup moins chères que les autres. Alors déjà, il y a des droits d'entrée sur certains fonds. Ça, faut jamais les payer. Si une assurance vie vous propose des droits d'entrée, quels que soient les justificatifs, en fait, vous refusez. Et derrière, il y a des frais de gestion qui sont très variables d'une assurance vie à l'autre, alors que la réalité, c'est que le travail du gestionnaire est le même. Et dans chaque assurance vie, il y a une sélection de fonds. Et il y a certaines banques qui sont dans ce qu'on appelle une architecture fermée. Donc, tu as ton assurance vie au Crédit Agricole et tu ne peux investir que dans les fonds du Crédit Agricole qui souvent sont plus chers que les fonds libres. Et tu en as qui sont dans ce qu'on appelle une architecture ouverte où tu peux investir dans ce que tu veux. Il faut plutôt choisir un fonds en architecture ouverte. Si tu veux un placement qu'on appelle totalement conseillé, là effectivement il y a pas mal de plateformes, Yomoni, Nalo, qui font ça et qui répliquent. Alors je sais par exemple que Nalo permet de répliquer les allocations recommandées par Spencer sans devoir se prendre la tête de comment je fais. D'accord. Et Sarah qui va encore plus loin en disant, après l'achat de sa résidence principale, quel est le principal investissement à réaliser? Est-ce que c'est le moment pour la belle voiture? Super question. J'aurais un peu envie de dire, si tu as ta résidence principale, que tu as de l'épargne de côté, bah là, c'est le moment de te constituer une épargne diversifiée au fil des mois en mettant ton supplément d'épargne un mois dans un fonds ETF action, un mois dans un fonds ETF obligataire et ainsi de suite, mois après mois, constituer un pool d'épargne diversifié qui réplique un peu ton allocation cible. Tu peux, si tu es très immobilier, décider de faire d'autres investissements immobiliers. Là, le sujet, ça va être est-ce que je veux le gérer moi-même? C'est beaucoup plus preneur ça consomme beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine. Surtout si tu te dis je vais faire du Airbnb et en fait, on sous-estime beaucoup le temps qu'il faut pour repasser des draps. Oui, on dit souvent que c'est facile, mais en fait, il faut tout gérer quand même. C'est l'enfer. Il y a des agences maintenant pour Airbnb quand même, non? Il y a des agences qui font ça, mais après, il faut aussi un immeuble où les gens sont tolérants de ce genre de choses. Oui. Et c'est de plus en plus rare, et à Paris, tout est fait pour rendre ça impossible. Oui, donc, il ne faut pas que le plan de financement dépende de ça. Question de... Anine, j'habite en métropole et je veux acheter en Espagne. Que me conseillez-vous avant de franchir le premier pas? Quel contact dois-je avoir? Je dois me méfier de quoi? C'est sympa, toi. Soyons honnêtes, je n'en sais rien. En fait, est-ce que tu veux acheter en Espagne parce qu'un jour tu vas aller y vivre? Auquel cas, est-ce que tu veux acheter l'appartement dans lequel tu vas vivre? Est-ce que tu veux faire un investissement locatif en Espagne? Ça dépend beaucoup et ça fait aussi partie des domaines sur lesquels je veux me déclarer totalement incompétent. On vient de te transformer en expert international. C'est un petit peu ça. J'ai vu passer une question sur... je souhaite investir dans l'économie, mais je ne retrouve pas mes valeurs en bourse classique, CAC 40, etc. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve vraiment beaucoup. Et effectivement, il y a de plus en plus de banques, il y a de plus en plus de gens, il y a un rapport Oxfam qui montre que les banques, en fait, financent massivement certaines choses qu'elles ne devraient pas financer ou qu'on ne voudrait pas financer. Elles font de plus en plus d'efforts pour arrêter, mais il y a des solutions alternatives. Moi, je pense à une banque qu'on adore, montée par des gens qu'on adore, qui s'appelle Helios. Oui. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont déjà dans Raise, pas encore. Oui, super. Et eux, par exemple, ils sont dans un mode où comment je fais pour que mon argent n'aille pas financer des choses que je ne voudrais pas financer. C'est un sujet dont on entend de plus en plus parler quand même, avec des solutions qui émergent. Ouais. Bah oui, tu votes avec ta carte bleue quelque part. Oui. Tu as des solutions, et là où tu mets ton argent, donne un message assez fort. Oui. On a réussi à faire une grosse partie de ce qui a fait tomber l'apartheid en Afrique du Sud, c'était quand les institutionnels ont commencé à sortir leur argent du pays en disant là ça suffit. Et ben, en fait, nous, on peut à notre échelle faire un petit peu la même chose. Oui, c'est vrai qu'en termes d'écologie, on parle aussi de plus en plus de l'impact de ton épargne, un sujet qu'on n'avait pas trop en tête, je pense, et on commençait à trier nos déchets, mais on ne se rendait pas compte que notre épargne jouait beaucoup aussi.
Plus 1, plus 2, plus 3 pour Lita. Toute l'équipe Lita est dans le chat. Est-ce que vous avez des intérêts chez Lita? Effectivement, et plus 4, non, c'est effectivement assez, c'est effectivement assez cool en fait. Il y a un truc qui est important, c'est de savoir directement où va ton argent et comment ton argent génère de l'argent. Quand tu regardes les plateformes, que ce soit Lita, Anaxago, qu'on aime bien aussi, en fait, l'histoire est simple, c'est j'utilise l'argent, j'achète ça avec, j'en fais ça, et voilà pourquoi ça m'apportera plus d'argent. Oui. Et quand je parlais des fonds à formule en disant vraiment pas, en fait, incapable de vous expliquer ce qui se passe dans un fonds en formule. Enfin, c'est un peu comme une fabrique à merguez, il vaut mieux savoir ce qui se passe. Très excellente image. Alors, il vous reste 4 minutes pour poser des questions si vous en avez. J'avais vu une question de Tom qui disait « Si j'achète ma résidence principale avec Virgile, je dois la garder plus longtemps que sans Virgile pour m'y retrouver à la revente. Conseillez-vous donc d'attendre de pouvoir se projeter plus longtemps dans l'appartement avant d'acheter avec Virgile et est-il possible d'en partir et de le louer ?» Super question. En fait, en gros, acheter un appartement avec Virgile, ça va faire que tu vas te retrouver dans tes frais 1 an plus tard que si tu l'avais acheté sans Virgile. Et donc, si la question c'est est-ce que j'achète sans Virgile, est-ce que j'achète avec Virgile en fonction de est-ce que je m'y retrouve ou pas, elle est à prendre dans des termes très différents que les questions qu'en général les gens nous posent, qui est j'ai le choix entre rester locataire sans Virgile et acheter avec Virgile. Et quand on est à te poser la question dans ces termes-là, très souvent, c'est une bonne idée d'acheter avec Virgile. Oui. On peut en parler au cas par cas et effectivement même vous aider à un peu modéliser en fonction de ce que vous pensez faire, si c'est une bonne décision ou pas, parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend d'où vous achetez, ça dépend de à quel point Virgile contribue ou pas. Et ça, c'est vraiment une discussion à avoir au cas par cas. Mais entre rester locataire et être sûr qu'à la sortie, tu n'as rien, ou alors acheter quelque chose et te demander si tu auras fait une plus ou moins bonne affaire à la sortie, souvent c'est une meilleure idée d'acheter quelque chose. Oui, si j'ai déjà 800 000 d'apport d'un oncle d'Amérique, je peux acheter sans Virgile, mais si je dois attendre 10 ans avant d'acheter toute seule, j'ai intérêt à compléter mon apport. Exactement. Alors, il y a Amine qui précisait sa question, mais malheureusement, Amine, je crois que le terrain de l'Espagne reste un petit peu difficile à gérer. C'est pour louer puis y habiter quand je serai retraité. Et tu dis si la question est trop vague, pas de souci. En fait, le problème, c'est pas qu'elle est vague, le problème, c'est que je ne connais rien à l'immobilier espagnol. Donc, c'est plus un jugement sur mon niveau de compétence que sur la formulation de ta question. Il faut trouver le Kevin espagnol Désolé. pour répondre à tes questions. Désolée, Amine. Il nous reste 1 minute. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, mais je ne pense pas. On vous enverra, Marc peut-être, on vous enverra de toute façon, vous aurez accès au replay, on vous enverra le lien pour vous inscrire à Spoon, ou si quelqu'un de l'équipe Virgile qui est présent veut le mettre maintenant, comme ça vous allez continuer à bénéficier de conseils réguliers et vous pouvez bien sûr contacter l'équipe Virgile si vous avez des questions. N'hésitez pas, je fais une petite pub, mais à suivre et Virgile et Ray Sherpa sur LinkedIn notamment pour avoir accès un peu à toutes nos actus, nos webinars, nos infos. Et on était hyper contents d'organiser ce webinaire avec vous. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Kevin. Merci beaucoup pour ton invitation. J'ai vraiment été ravi de participer à ce webinaire. Le truc, on a une particularité en fait chez Virgile, c'est que notre newsletter Spoon, c'est ce qu'on appelle une Yes Reply. Donc, on vous encourage à y répondre. Et souvent, en fait, il y a des questions qu'on n'arrive pas à traiter dans le cadre d'1 heure de webinaire ou dans le cadre d'une newsletter, et les gens nous les posent. Et parce qu'on fait ça, parce que ça nous intéresse, on n'hésite jamais à y répondre quand on peut y répondre. Donc, n'hésitez jamais à m'écrire. Enfin, mon adresse est sur le site web, l'adresse de Spoon aussi, ou à nous contacter et à nous parler, parce que quelque part, on sera toujours ravis de répondre à vos questions. Et même de parler de votre cas, parfois quand vous voulez acheter à Paris, on est là pour vous aider. Je confirme, vous répondez. J'ai déjà testé. Et je vois Pierre qui dit la qualité du son pourrait être améliorée. Navré, on avait fait des tests, mais c'est un peu les aléas du virtuel. Donc, désolé si la qualité n'était pas optimale. Merci à tous et du coup, à bientôt. Et n'hésitez pas si vous voulez voir le replay. Merci. Merci.